Ich spricht Leutnant Dirks vom Jagdgeschwader 43 zum Oberkommando. Also ich erteile schon, ich sag mal schon so, dass wir den Punkt, vielleicht dass wir wahrscheinlich in einer Viertelstunde angreifen können werden. Ist das so okay für Sie? Bitte antworten Sie mal. Komm. C'est vrai que la situation alsacienne est un petit peu particulière du fait que c'est de toute façon une annexion. Donc on a une situation qui est quand même forcée. Elle n'est pas bien vécue par la population alsacienne sur place. Tout est transformé, il y a un vrai travail de germanisation de la part de l'Allemagne nazie. On se retrouve avec des règles beaucoup plus strictes. On n'est pas sur un très bon souvenir de la part de la population alsacienne. C'est un souvenir qui est très difficile. Nous sommes en juin 1943. La France est occupée depuis près de 3 ans. En Alsace, cette occupation prend une forme particulière. La région est annexée par l'Allemagne. Les Alsaciens voient leur culture et leur langue effacées, et beaucoup sont envoyés en Allemagne pour le travail obligatoire. Mais dans l'ombre de la résistance s'organise. Malgré les répressions, les déportations et la peur, l'espoir d'une libération persiste. La France, bien qu'assiégée, commence à sentir que la fin du régime nazi se profile. La route est encore longue, mais la flamme de la liberté ne s'éteint pas. Bonjour et bienvenue. Dans ce documentaire, nous allons vous narrer une histoire passionnante qui a impacté la vie de milliers de personnes. Alors, bon visionnage. Lui, c'est Léon Natter. Il est alsacien. Et comme beaucoup à son époque, sa vie a été bouleversée. Depuis l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, des milliers d'Alsaciens se sont vus séparés de leur famille, incorporés de force dans le RAD, puis dans la Wehrmacht. Évidemment, c'était à contre-cœur. Mais certains destins alsaciens furent très inégaux. Voici Albert Dimmer. Il est soldat du côté des Alliés et a joué un grand rôle dans la libération de la France. Comment deux destins si différents sont-ils liés ? Vous allez voir, leur histoire sont toutes deux passionnantes et aujourd'hui nous allons vous les raconter. Dans quelles conditions la France et particulièrement l'Alsace a-t-elle pu être libérée après 4 ans d'occupation ? Après tout cela, comment ont-ils refondé une Alsace française attachée à la République et à la démocratie ? Tout cela, vous allez le découvrir aujourd'hui. Léon Natter, né en janvier 1923 à Aspach-le-Bas, fut incorporé de force dans le RAD. Le RAD était un service de travail obligatoire instauré par le régime nazi, destiné à fournir de la main-d'œuvre pour les projets de guerre et à endoctriner et à préparer les jeunes Allemands au service militaire. Les Alsaciens qui ont travaillé spécifiquement pour le régime nazi, c'est un souvenir qui est quand même assez douloureux et il faut comprendre que c'est quelque chose qui est imposé à la population à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'on arrive en 1943-1944, on a vraiment des travaux forcés qui vont être imposés à la population, donc on ne laisse pas le choix à la population sur place. Autant vous dire que pour une population qui est déjà occupée de force, travailler en plus, forcément on ne le voit pas d'une très bonne manière. Mais malheureusement, la population sur place est bien obligée de se plier à tout ce règlement sous peine d'une répression qui est quand même assez sévère et assez forte. Donc il faut aussi garder ça en tête. L'opération du débarquement en Normandie, débutée le 6 juin 1944, après une préparation minutieuse amorcée dès décembre 1943, a marqué un tournant décisif dans la libération de la France
et plus largement de l'Europe occupée. Parmi les soldats engagés dans cette vaste offensive, certains Alsaciens ont joué un rôle crucial, comme Albert Zimmer. Originaire d'Alsace, Albert Zimmer s'illustre d'abord dans les combats qui suivent le débarquement. Dès le 2 août 1944, il se distingue par son courage et devient chef du char de Cherbourg. Avec le grade du maréchal des logis, au cours de l'automne 1944, son unité progresse vers Strasbourg. Leur mission est de sécuriser le pont de Kehl afin d'établir une tête de pont sur le Rhin, accélérant ainsi l'effondrement des défenses allemandes et la fin de la guerre. Le 23 novembre 1944, vers 16h, Albert Zimmer et son équipage s'engagent dans les combats acharnés autour de la rivière Ill. Mais à l'approche du pont de Kehl, la résistance allemande redouble d'intensité. Le char de Zimmer est touché par un panzer ennemi et prend feu. Albert Zimmer périt sur le coup, non loin de chez lui. Alors les combats en Alsace, encore une fois, c'est une situation qui diffère un petit peu de ce qu'on peut avoir dans le récit sur toute la France, notamment avec les événements du débarquement. Et c'est dû en partie à une libération qui est très progressive et qui est à un moment donné un petit peu compliquée. En fait, il y a toute une poche de résistance allemande qui ont créé des théâtres d'affrontements assez violents autour de la poche de Colmar. C'est des villages et des villes qui sont plus difficiles à délivrer, à récupérer, puisque les forces allemandes sont présentes en assez grand nombre et elles opposent une résistance assez forte. Il faut savoir que l'Alsace est un territoire qui est hyper important pour le Reich et pour Hitler, et donc on a déjà dès 1944 des signes qu'il va falloir garder cette région coûte que coûte, en tout cas pour l'armée allemande. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de forces en présence. Ce qui, à l'inverse, est moins une priorité pour les forces alliées qui, voilà, eux veulent de toute façon d'abord faire route vers Paris, et ensuite on verra pour la suite. Donc on a vraiment un théâtre de combat important et qui ont des conséquences quand même assez graves sur les villages, puisqu'il y a beaucoup de bombardements. Donc après-guerre, à la Libération, on se retrouve avec quelques villages, surtout voilà, autour de la poche de Colmar, qui seront en grande partie détruits, voire totalement rasés. Février 1945. Après 4 longues années sous l'occupation nazie, l'Alsace vit ses derniers jours de guerre. Les troupes françaises et américaines avancent sous un froid glacial, affrontant les derniers résistants allemands. La bataille pour la poche de Colmar est l'une des plus dures. Dans les villages enneigés, les combats sont violents. Maison après maison, rue après rue. Mais après des semaines d'efforts, l'ennemi recule. Le 9 février, la poche de Colmar tombe et l'Alsace est enfin libre. Dans les villes et les villages, c'est un immense soulagement. Les habitants sortent des drapeaux français, cachés depuis des années et accueillant les libérateurs avec des larmes de joie. Ces batailles décisives, bien que couronnées de succès, auront un coût humain élevé. Près de 15 000 soldats alliés seront tués, blessés ou portés disparus lors des combats pour libérer l'Alsace. Une fois la région libérée, l'effort de reconstruction commence immédiatement. Charles Blondel, nommé commissaire de la République, joue un rôle central dans la restauration de l'ordre et des institutions. Bien qu'il ne soit pas alsacien, il comprend rapidement les enjeux spécifiques à la région et la complexité de la cohabitation entre ceux qui ont subi l'occupation,
ceux qui ont collaboré et ceux qui ont résisté. Il agit comme un médiateur essentiel entre les autorités nationales et les réalités locales. Accompagné des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Blondel supervise dès le printemps 1945 la réinstallation des municipalités, veillant à un équilibre entre la nécessité d'une épuration administrative et la volonté de préserver la cohésion sociale. Son action vise à éviter une fracture profonde au sein de la population alsacienne, en gérant avec prudence l'exclusion des collaborateurs tout en permettant une réintégration progressive de la région dans le cadre républicain. Sur le plan politique et social, il s'efforce de restaurer les institutions françaises après 4 années d'annexion de fait par le Reich allemand. Les réaffirmations de l'identité française passent notamment par la réintroduction de l'enseignement français dans les écoles et la remise en place des symboles républicains dans les mairies et lieux publics. Par ailleurs, Blondel joue un rôle actif dans la relance économique de la région. Sous son impulsion, des aides sont attribuées pour restaurer les infrastructures essentielles, routes, ponts, bâtiments publics. Ainsi, pour soutenir les secteurs industriels et agricoles. Il œuvre particulièrement à la reconstruction des vignobles endommagés et à la remise en marche des usines transformées ou détruites par l'occupant. Grâce à son approche pragmatique et à sa capacité d'écoute, Charles Blondel facilite une transition apaisée, évitant que l'Alsace ne devienne un foyer de tensions internes. Son action contribue ainsi à une réintégration progressive et sereine de la région au sein de la République française. Alors refonder l'Alsace, on a un terme qui est quand même intéressant parce qu'on peut penser refonder d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral. Au niveau physique, quand on pense bâtiment, voilà tous ces villages, comme j'ai dit, qui ont été particulièrement touchés, détruits, faut reconstruire les bâtiments. Là-dessus, on a un gros travail du ministère et du gouvernement français qui va quand même débloquer des fonds au fil des années pour reconstruire la plupart des bâtiments, surtout les bâtiments administratifs et industriels, pour relancer l'économie et refaire fonctionner l'appareil administratif sur place. Les dédommagements pour les familles qui ont vécu des sinistres arriveront un petit peu plus tard avec le temps. Mais c'est vrai qu'on peut aussi penser à tout l'aspect moral, c'est-à-dire comment on se relève de cette occupation et comment on arrive à aller de l'avant après ce traumatisme de l'occupation et surtout tout l'impact de la germanisation et de la pensée nazie qu'il y a eu sur place. Voilà. La libération de l'Alsace n'a pas été vécue de la même manière pour tous. Léon Natter, bien qu'ayant été incorporé de force dans la Wehrmacht, n'a pas participé à la libération de son territoire. À son retour, il se retrouve face à un défi, se faire accepter comme un membre à part entière de la communauté nationale française. Pour lui, la véritable libération ne survient qu'en octobre 1945. Dans les documents officiels, on peut voir qu'il a fait reconnaître son statut incorporé dans la Wehrmacht, et plus tard, il a obtenu un certificat de déporté militaire, ce qui lui a permis de recevoir une prime. Ce processus est un exemple de ce qu'a impliqué la refondation de la République après la guerre. Intégrer toutes les composantes de la société, même celles qui ont été contraintes de servir sous un uniforme ennemi. Pour les Alsaciens, il y a toute une problématique de légitimité à réappartenir au territoire français après la libération. C'est une région très spécifique. On a eu la problématique de l'annexion. Il y a un terme particulier qu'utilisent les Alsaciens. Ça explique les deux morceaux différents et toute cette spécificité, puisqu'ils parlent, eux, de France de l'intérieur. C'est-à-dire que les Alsaciens nommaient le reste des habitants français, les Français de l'intérieur.
Et donc ça montre bien cette problématique de légitimité à appartenir au territoire français. Et pourtant, en 1945, on a quand même un décret qui vient montrer que voilà, l'Alsace réappartient et redevient un département français avec des lois françaises qui sont appliquées. On revient complètement dans l'espace français. Mais voilà, il y a cette difficulté due à tout l'historique de l'Alsace qui fait que c'est une région très particulière où voilà, on peut parfois se poser la question, même pour les habitants locaux, sur place, est-ce que voilà, on est vraiment français? Mais voilà, pourtant, on fait partie de tout l'appareil administratif français au final, avec quelques spécificités qui ont été gardées avec le temps. Mais en tout cas, après l'occupation, voilà, on réappartient volontiers à l'espace français avec cette question de légitimité. On parlait dans la question précédente de cette problématique administrative et on parlait des spécificités. Et c'est vrai qu'il y a quelques spécificités intéressantes, alors qui ne sont pas spécifiques à la période de la Seconde Guerre mondiale et qui ne sont pas dues à l'annexion par l'Allemagne nazie, mais c'est surtout l'appartenance de l'Alsace à l'Allemagne entre 1870 et 1918. Comme l'Alsace a été allemande pendant un long moment, il y a beaucoup de lois et de choses qui ont été modifiées ou qui ont changé du côté français, qui n'ont pas changé du côté alsacien. Et c'est vrai que quand on a ce retour rien qu'en 1918, il y a un vrai choc de culture entre cette culture alsacienne et très française d'un autre côté. Et donc, en 1918, il y a tout un travail de la population alsacienne pour garder certaines spécificités qui ont été votées, actées pendant cette période allemande. Donc c'est vrai que c'est des spécificités qui ont en fait été confirmées au moment de la libération, puisque elles sont revenues sur la table au moment de ce décret où ça a été, voilà, où on a décidé que l'Alsace refaisait partie intégrante de l'espace français, qu'on remettait des départements en fonctionnement, etc., etc. Il y a toute cette question de est-ce que les spécificités qu'on a accordées en 1918, est-ce qu'on les réaccorde à ce moment-là? Et elles ont toutes été réaccordées, donc on a donc des jours fériés supplémentaires qui sont dus à des fêtes religieuses. On a aussi un régime de sécurité sociale qui est différent, où on a un remboursement qui est un petit peu plus élevé, etc., etc. Voilà, on a plusieurs spécificités qui ont été gardées, mais qui ne sont pas liées à toute la période de l'occupation de l'Allemagne nazie. Et la libération de la France fut très difficile, et malgré tout cela, les Français, et tout particulièrement les Alsaciens, garderont et ont gardé à jamais ce souvenir si difficile.